Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Le micro marche en arrière? Oui, super. Donc, aujourd'hui, on va parler de gestion d'incidents PME. Donc, la PME, c'est pas mal mon marché. Je vais vous présenter Micromédica en premier. Micromédica, on est un fournisseur de services informatiques à Trois-Rivières. On couvre le Québec. On fait du service géré. On fait aussi du développement logiciel. Donc, si vous êtes en dehors de la Mauricie, vous nous connaissez probablement plus le nom de ServiceCentre, qui est un logiciel utilisé dans plusieurs PME au Québec. Donc, on fait de l'implantation, on fait du service à l'informatique, pas juste du service géré, on fait encore beaucoup de projets, beaucoup de break and fix. On fait de la cybersécurité, on fait de la gestion d'incidents. On développe un logiciel qui est ServiceCentre, comme je disais tantôt. Et évidemment, on fait de la vente de matériel informatique. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Donc, moi, mon rôle, je suis directeur des solutions TI. Ça fait plus de 20 ans que je travaille chez Micromédica. Donc, j'ai fait à peu près tous les rôles qu'on parle de vente, de consultation, de création de solutions, d'architecture, de la gestion d'incidents, de la cybersécurité, de technicien. J'ai changé des souris. J'ai fait à peu près tous les rôles qu'il y avait chez Micromédica. Je suis détenteur de plusieurs certifications en sécurité et en infrastructure. Mon LinkedIn est là si vous voulez toutes les avoir. Il y en a une au-dessus d'une trentaine. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que je parle des certifications, j'ai aussi fait une conférence au WACFest sur le sujet et c'est disponible sur YouTube. Donc aussi, j'ai fait des contributions en cybersécurité. J'ai été conférencier dans plusieurs événements, dont le WACFest à 2 reprises, le Secure, participé à des podcasts avec Polysecure. Et évidemment, le ITSEC, depuis 2 ans. Hey, l'objectif de la présentation, c'est d'expliquer un peu c'est quoi l'incident. Parce que là, on ne sait pas, on va expliquer de quoi qu'on parle. C'est quoi l'incident? On va parler de type d'incident, une méthodologie de gestion qui est quand même standardisée. On va parler de problématiques de gestion d'incidents. Puis, j'ai rushé des sites cette nuit sur quelques outils qu'on peut utiliser qui peuvent vous dépanner. L'anecdote du jour. Parce que, évidemment, je me suis dit, c'est le lendemain du party. Des fois, il faut besoin de réveiller les gens. Premièrement, il faut dire qu'on a un travail. La plupart des gens ici, on travaille tous en informatique. On aime ça, on en marche. Si vous êtes ici, c'est soit que votre boss vous a forcé, ou bien vous aimez ça. Donc, mais, en général, je vais présumer que vous aimez vraiment ça. Donc, on a vraiment un travail très stimulant. Il est très intéressant. C'est toujours en train de changer, puis ça, il faut le réaliser. Ça nous amène, si vous êtes en consultation, à avoir toutes sortes d'anecdotes, des clients qui n'ont pas d'allure, des affaires qui ont, des setups à bracadabrant. Moi, je vais vous raconter une histoire qui est reliée un peu au sujet. Je reçois un téléphone à 5h30, 6h le soir sur mon cellulaire d'un client très, très important pour nous. Il me dit, Steve, je pense que j'ai un incident. OK. Bon, il me donne 2-3 affaires. Ouais, ça regarde mal un peu. Lui, il est à... Moi, je suis basé à Trois-Rivières, le client est à Shawinigan. Bon, c'est pas assez là pour dire je vais rester, je vais me connecter. Je m'en viens. Donc, je prends mon auto, je pars en roulant. Puis, tu sais, j'ai une nouvelle voiture électrique, donc tu ne te rends pas compte à quelle vitesse tu roules. Donc, rendu à peu près à mi-chemin à Saint-Étienne-des-Grès, je me fais arrêter par la police. Donc, c'est le fun, tu sais. Donc là, la police me dit « Hey, bon, tu roules pas mal vite. » Bien là, j'ai dit « Monsieur l'agent, il y a présentement un cyberincident qui a lieu chez tel client et mon assistance est requise maintenant. » Là, je me suis dit « Je vais me faire boucheter. » Il m'a dit « Je m'en calisse, puis peut-être ton ticket. » Je ne sais pas ce qui est passé dans sa tête. Il m'a dit « C'est correct, je t'escorte. » Oh, wow. Donc là, je suis parti de Saint-Étienne-des-Grès, qui est à peu près à une quinzaine de minutes de chez mon client. Puis quand tu te dis, parti 145, jusqu'à là-bas, je suis jusqu'à temps, j'arrive chez le client. Si je vais arriver chez le client, il va me demander une validation. Pas à tout. Faut qu'il devait être tanné de faire du radar sur l'autoroute, là, mais tu sais, c'est le genre d'anecdote un peu à bracadabrant qui nous arrive. Maintenant, c'était pas un incident, c'était un faux positif, cette fois-là. Ça, c'est le fun. Oui, c'est ça. On a passé la soirée, il y avait des affaires bizarres, mais on a trouvé un processus qui déconnait. Donc, bon, c'est ça. Donc, c'est quoi un incident? Puis ça, il y a plusieurs définitions qui peut... évidemment, l'informatique, il n'y a jamais rien de simple. Donc, on va
les trois types. On va parler d'incidents de sécurité, des incidents de confidentialité, puis je les ai appelés les incidents selon ITIL. En premier, ITIL, qui est une autre norme de gestion, ils ont une notion d'incident. Ce n'est pas nécessairement des incidents de sécurité. Un incident selon ITIL, c'est un power supply qui saute sur un PC, c'est un incident parce que ça interrompt le service. Mais donc, quelqu'un qui regarde, on parle d'incident, puis il dit, bien, c'est comme dans ITIL. Non, c'est pas comme dans ITIL. NIST le définit comme tout ce qui compromet la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Ça, vraiment, une définition plus standard. Parler d'incidents de confidentialité. Les incidents de confidentialité, en réalité, c'est un bris de confidentialité et ça implique des informations personnelles. Il faut... Donc, évidemment, avec la loi 25, c'est des incidents de sécurité qu'il faut faire particulièrement attention parce qu'il y a une déclaration. Ça a d'autres conséquences légales. J'ai dit un mot sur le NIST. Le NIST, juste pour le définir, c'est un organisme américain, un peu comme le standard des normes. Il définit énormément de normes en cybersécurité. C'est des standards qui sont ouverts, que vous pouvez consulter. Il y a une nomenclature à tout casser pour les documents. C'est des SP 800-numéro 61, 84, 90. Mais ça vaut à peine de vous familiariser avec cet organisme-là et toutes leurs normes. Ils ont vraiment des choses. Des fois, c'est très élaboré, mais ça vous donne des fois la possibilité de dire « Hey, il y a une bonne idée, je vais la compresser, je vais en prendre ce qui fait plus mon affaire. » Parce qu'en PME, on ne peut pas tout implanter. On va se concentrer sur l'essentiel, mais au moins, si on peut se baser sur un essentiel qui est basé sur de quoi qu'on n'invente pas, tant mieux. Bon, quelques types d'incidents de sécurité de façon très large. Puis, ce que je veux highlighter, c'est un phishing, c'est un incident de sécurité. Qui sait cliquer ou pas cliquer, c'est un incident de sécurité. T'sais. Donc, un ransomware, évidemment. Là, dans le temps qu'on parle d'incident de sécurité, ransomware, c'est automatique. Ça veut dire j'ai un incident de sécurité égale ransomware. Non, c'est pas juste ça. Donc, les attaques des services. Ça peut être un PC qui fait partie d'un botnet. Vous avez des incidents de sécurité. Des attaques par force brute. Quelqu'un qui essaie d'attaquer un de vos comptes sur Office 365, vous avez des incidents de sécurité. Il peut avoir ici ou pas. Password spray, une autre technique, toujours le même principe d'authentification. C'est correct? Je pense qu'il est un peu plus fort. Ah, je me rends pas à ça. Bon, ça va être mieux de même. Oui. Je m'entends maintenant. OK. Donc, évidemment, password spray, qui est un autre problème, un autre instance de sécurité qui peut être possible à cause des problèmes d'authentification. Un vol de laptop est aussi un incident de sécurité et souvent et probablement aussi un incident de confidentialité. Il faut toujours se demander, j'ai un laptop, j'ai perdu mon cellulaire, j'ai perdu... il y avait quoi ces données-là? Est-ce que ton laptop est encrypté? Puis ainsi de suite. Donc, c'est une chose qu'on peut se construire un peu anodine, peut être un incident de sécurité. Et ce n'est pas nécessairement, comme on revient à ce que je disais tantôt, un ransomware, que là, tout est brisé. Là aussi, les attaques, on parle d'injection SQL, là, mais je suis allé, c'est tout ce qui tourne, les attaques qui peuvent être sur votre site Web ou des services en info nuagique que vous utilisez. Souvent, ces attaques sont combinées. Donc là, vous allez avoir une injection SQL sur votre site Web dans le but d'avoir peut-être des usernames qui vous amèneraient à mettre une compromission. Le modèle du NIST pour la gestion d'incidents. Le NIST a défini un cadre qui s'appelle le SP 800-61, révision 2 même. C'est vraiment une approche. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est des modèles théoriques. C'est parce que quand ça te donne une cadre de référence sur quoi te baser pour au moins comment articuler ta réaction. Puis là, au moins, tu te dis, si t'es ici, on est en PME, on est tout seul, on est deux, on n'a pas nécessairement, on n'a pas d'équipe TI, on est tout seul. On n'a pas d'équipe cyber, donc encore moins. Donc là, on se ramasse seul ou des fois avec quelqu'un pour nous aider. Puis, on a besoin d'avoir une référence quelque part. Donc, les cadres comme ça, et comme c'est bien approuvé, c'est standardisé, ça se passe bien au management. Tu peux expliquer, c'est pas moi qui invente des affaires, c'est dit quand même ça. Et là, tu te dis, je ne peux pas nécessairement l'appliquer à 100 mais au moins, on va se baser là-dessus. Donc là, il y a 7 étapes clés qu'on parle de préparation, de détection, de l'analyse.
l'endiguement, en anglais containment, c'est ça la traduction que Google m'a suggéré, la résolution, la récupération et l'analyse post-incident. Voici le modèle qui vient directement du document. Vous voyez les 4 phases et dans un monde idéal, on passerait de gauche à droite. Mais en réalité, c'est une approche qui est très itérative. On se prépare, on détecte, on contient, on détecte d'autres choses, on revient toujours à... Il y a toujours une approche un peu itérative qui se passe. Maintenant, la phase 1. Ça, c'est la phase qu'on est le plus à l'aise, puis soit c'est la phase qu'on va faire le plus, en guillemets, en PME, c'est qu'on va se préparer. On va se préparer à l'incident, c'est-à-dire, on va installer l'antivirus, on va mettre en place quelques contrôles. Bon, des fois pas assez, on s'entend. Mais au moins, puis après ça, dans cette phase-là, il faut penser aussi planifier les ressources. Tu sais, des fois, avoir une gestion d'incident, c'est quand vous avez un incident, là, puis vous dites, j'ai pas de budget d'éprouver pour aucune dépense. Tu sais, des fois, ça va toujours donner quand il n'y aura pas de patron, le patron va être en vacances, il ne sera pas rejoignable. Il faut autoriser une dépense de 2000 $, puis il y a encore d'incident pour X, puis vous n'avez pas d'autorisation. C'est juste des fois le fait d'avoir on va dire un chèque en blanc pour une somme raisonnable pour gérer un incident, ça peut être bien, là. Ensuite, dans cette étape-là, on parle aussi de plan de gestion d'incident. On va parler aussi de définition des rôles et responsabilités. Tu sais, avoir une liste de contacts. C'est qui j'appelle? Tu sais, mon cyberassureur, si j'en ai un, c'est qui? Puis à quel numéro il veut que je le rappelle s'il y a un incident? Puis ça, c'est bien marqué dans les polices d'assurance. Vous avez une cyberassurance, vous avez un signalement à faire. Commencez par nous appeler. Pas 4 jours après, là, tu sais, appeler la première journée. Donc ça devrait être documenté dans votre plan. Bon. Donc là, je pense que je vais en faire ma slide, là. Donc, la définition des rôles, les plans de gestion, évidemment, et avoir une politique de gestion d'incidents. La deuxième phase, on parle de préparation. C'est la partie plus pratico-pratique. Donc, on va parler de configuration de sécurité, l'antivirus, les EDR, augmenter la journalisation. C'est un des gros problèmes en PME. Sensibiliser ses usagers au risque. Ça, c'est vraiment des phases qu'on va dire, dans la tête, c'est mettre la sécurité. Tu sais. Donc, puis prévoir que l'incident est normal et il va arriver régulièrement, puis vous devez avoir un processus pour le gérer. Dans la phase de détection et d'analyse, là, évidemment, tu as beau avoir tous mis ces outils-là, il faut que tu apprennes à lire ces informations-là qui vont être générées. C'est les logs d'antivirus, il faut les absorber, il faut les traiter, puis tout ça. Ça, c'est cette phase-là. Donc, c'est ça qu'en PME, on ne fait pas. Suite à ça, on va faire l'analyse. Comme ça, vraiment, la détection, c'est la phase qu'on observe, puis s'il y a un incident. Détecter s'il y a un incident. L'analyse, c'est vraiment la détection. Vive les copies-collants 3 heures du matin. Mais l'analyse, c'est prendre cet incident-là, qu'on se dit, OK, j'ai un symbole de l'incident. Est-ce que c'est un vrai incident? Puis oui, si oui, il affecte quelle machine? Parce qu'à partir de là, on arrive, là, on est présentement à la case rouge, qui est containment. L'endiguement et l'éradication et la récupération, qui sont 3 étapes, on va dire, on s'en remet up, là, en bon franglais. Donc, l'endiguement, en premier, c'est l'étape qui permet de dire, hey, c'est quel système qui a été touché dans mon incident? Puis si ce système-là, on n'a pas fait d'analyse, on n'a pas fait d'outils, on ne sait pas c'est qui les systèmes affectés. Puis là, souvent, il y a un PC qui est affecté, c'est lui, puis il y a juste lui, puis finalement, c'est juste ça. Donc là, l'analyse est importante pour pouvoir faire le bon endiguement, la bonne récupération et la bonne l'éradication, qui est vraiment faire le ménage. J'enlève le malware, j'ai trouvé les bons PC, j'ai décidé que ceux-là, je vais les reformater. Et évidemment, quand vous faites ça, c'est important de prendre des preuves. Donc là, je vais en revenir un peu, puis je vais prendre un peu d'eau parce que je me rends pas à la fin. Bon, c'est ça. Donc, l'éradication, c'est sûr que la ligne est fine. Hein? C'est quoi entre l'éradication et la restauration? Là?
La ligne est fine, là. Mais au moins, vous devez avoir un principe, il y a une différence un peu. La récupération, c'est vraiment la phase de restauration des systèmes, la remise en production des services, et ainsi de suite. À ce niveau-là, et ce qui est important, c'est la prise en charge des preuves. Puis ça, je vais en revenir un peu plus tard. Et évidemment, la phase 4, qui est la phase de post-incident, qui est vraiment la phase qui permet de dire hey, j'ai eu un incident, je me suis fait voler un laptop, puis mon laptop n'était pas encrypté, ce serait peut-être le temps qu'on mette une politique en place pour encrypter tous les laptops. J'ai pas de MFA, on s'est fait compromettre. Ben, c'est peut-être le temps de mettre un plan pour être MFA. Puis ça, cette phase-là est importante. C'est beau de te récupérer, de te remis ça en place. Puis finalement, ben, t'en tires pas de leçon, ben, c'est un problème. Parce que la première fois, ça peut être coûté pas trop cher, mais la deuxième fois, ça peut coûter encore plus cher. Là, maintenant, il y a beaucoup de commentaires. Il y a du contenu, puis il y a du commentaire. Oui, il y a de l'opinion dans cette histoire-là. Incident et PME. On s'entend qu'une PME, là, l'état des TI est très, très variable. Donc, là, souvent, les contrôles TI sont très variables. Donc, il y en a qui sont vraiment pas prêts. Ils sont même pas prêts à avoir des opérations TI. Donc, imaginez avoir des opérations de gestion d'incidents. Donc là, des fois, c'est bien de prévoir un peu dans notre système, de dire, bien, on installe les serveurs, on augmente la journalisation. Tu sais, des fois, c'est quelques étapes de plus. Ça vaut la peine de préparer le client à ça sans nécessairement le faire. Et le problème aussi en PME, pour la gestion d'incidents, c'est que si on revient à notre... ici, là, ils sont prêts à se préparer. Ils se préparent. Ils ne détectent pas puis ils n'analysent pas. Parce que de toute façon, là, j'ai personne qui va regarder mon antivirus. Des fois, ils ne veulent même pas avoir de MSP qui va gérer ça. Etc. Donc, la détection d'incidents, ça fait genre quand ça arrête de marcher. Après ça, l'analyse, bien ça, ils skippent la phase d'analyse pour aller directement à la phase de recovery qui dit, ben mon PC est formaté. Il est en problème, je vais la reformater, puis mon problème est réglé. Wrong. Parce que de toute façon, tu ne sais pas où est-ce que ton attaquant est passé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a été compromis. Tu n'as rien fait. Tu ne sais pas. Donc là, puis tu ne sais pas, puis là, après ça, tu vas te mettre à passer ton temps à jouer au guacamole, puis trouver la petite souris qui tape, puis ça, c'est le problème en PME. Donc, imaginez qu'après ça, le post-incident, là, il se fait jamais. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Puis l'autre problème que ça fait, puis quand on parle d'incident, qu'est-ce qu'on entend? Ça n'arrivera pas ici. Tu sais, évidemment, un incident, ça n'arrivera pas. Ce qui va arriver, c'est que le PC est brisé, c'est tout. On est trop petit, on va réagir quand on va être rendu là. Tu sais, hein, si j'ai un incident, on va réagir. Ou je vais appeler mon fournisseur, puis il va m'arranger ça. Tu sais, puis il n'y a rien de prêt. Tu sais. Puis j'ai des backups. Pas testé en passant. OK. Pas surveillé non plus. Donc, c'est ça souvent la réalité de la gestion d'incidents en PME, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Ils font absolument confiance à leurs fournisseurs pour les sauver. Donc, ça, c'est un gros problème. Avec ça. Si tu es dans le bon sens, ça va aller mieux. Bon, quoi faire en cas d'incident? Donc là, dans un meilleur des mondes, tu as un plan. Bon, évidemment, il n'y en a pas. Ceux-là, des PME qui ont des vrais plans, bien étoffés, etc., sont plutôt rares. Puis quand il y en a, sont déjà dans une industrie très spécifique où leur assureur leur a déjà demandé, ou c'est vraiment très, très, très peu commun dans une PME. Donc, si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de cyberassurance qui vous dit que vous devez appeler quelque part, que là, la cavalerie va débarquer, là, mais que ben là, c'est le temps de dire, ben, on s'improvise-tu gestionnaire d'incident? Et la réponse, c'est non. Parce que surtout si vous travaillez pour votre propre entreprise, puis vous avez un incident, l'émotion que vous allez avoir vous influence votre réaction. Disons, mettons que vous êtes admin de réseau de l'entreprise, puis vous dites, hey, j'ai un incident, c'est peut-être de ma faute finalement. C'est peut-être moi qui ai oublié la cause à cocher. Et tout ça va influencer votre jugement. Et n'hésitez pas à vous faire aider. Ça ne veut pas dire que
essayez au moins de demander à votre patron de dire « Hey, je veux un... » On devrait faire venir quelqu'un au moins pour nous donner un coup de main, pour nous partir, ou au moins de faire peut-être un petit peu d'analyse, et ainsi de suite. Tu sais, ça, c'est le minimum. Parce que... Mais bon, on est en PME, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, si vous êtes dans cette situation-là que votre patron veut pas payer d'aide, vous êtes rendu à gérer un incident, ben, prenez la peine au moins d'investiguer un peu vous-même. Prenez la peine aussi de ne pas détruire les preuves. Tu sais, détruire les preuves, c'est-à-dire, je reformate le PC rapidement, l'important, le boss, il veut que ça marche tout de suite. Ben, au moins, avant de faire ça, ben, des fois, changez le disque dur, gardez le disque dur des machines. Vous pouvez faire une acquisition de mémoire, vous pouvez faire une acquisition de disque dur, pour au moins peut-être que quand, dans 3 semaines, votre patron va dire hey, finalement, on est encore dans la marche, ça ne marche pas, il y a encore eu d'autres attaques. Ben là, je vais faire venir quelqu'un, mais là, il va avoir au moins de quoi analyser. Donc, puis légalement, plus que vous allez avoir ces choses-là, plus que vous allez vous protéger comme technicien. Regardez, je n'ai pas supprimé les preuves. Ils sont là. Vous pouvez investiguer. Ça ne sera pas peut-être parfait. Vous n'aurez peut-être pas des preuves que vous pourrez considérer admissibles en cours, parce que vous n'êtes pas approuvé, vous n'avez pas suivi toutes les procédures, mais au moins, vous allez avoir du matériel pour ce qu'un investigateur puisse agir. Je vous dirais que la moitié du temps, quand j'investigue un cas soit un cas de fraude, soit un cas d'incident, les PME qui ne sont pas prêtes, tu ne réussis pas à te rendre compte parce que ça, ils n'ont pas de log. Ou tu as des preuves, OK, le compte est compromis depuis tout le temps que les logs sont là. Donc, depuis quand, on ne sait pas. Donc, c'est très souvent ça. Mais bon, si vous êtes vraiment rendu à... Oui, merci. Bon, donc là, si vous êtes vraiment rendu à faire de l'acquisition des disques durs, là, de la mémoire, c'est qu'il y a 2 façons de le faire. La première, il y a de l'acquisition de mémoire, mais vraiment d'images full disque. C'est-à-dire une copie disque, bit par bit du disque, qui va même conserver les endroits non alloués, c'est-à-dire qui contiennent des fichiers effacés, et ainsi de suite. Donc, là, des fois, des attaquants peuvent laisser des traces. Donc, vous pouvez faire cette capture d'image-là avec un logiciel qui s'appelle FTK Imager, que vous pouvez avoir sur une clé USB. Oui, Olivier? C'est juste de faire attention, par exemple, parce que ça prend un write blocker dessus pour que la preuve soit admissible en cours. Oui, c'est pour ça. Mais là, dans notre cas, là, on est vendredi soir, tu n'as pas de ton boss t'a pas donné de budget, puis tu veux, il veut que ça marche lundi, puis tu vas avoir une preuve. Au moins, je le sais que ça ne sera pas admissible en cours, mais tu vas être au moins capable de faire ton analyse. Mais c'est pas parfait. Puis oui, dans le meilleur des mondes, un write blocker, etc. Ou à la limite, sors le disque dur, ça vaut 100$ un disque dur, mais scelle-les, puis c'est le minimum. Mais bon, des fois, ça aussi, c'est une alternative. Donc, une image disque, vous pouvez le faire directement, soit pas une image, comme je dis, bit par bit, ou une image plus standard, simplement copier les fichiers. Ça, c'est des formats qui sont approuvés comme un peu par la police, les formats EnCase qui sont permettent de faire des logiciels comme Autopsy ou qui vous permettent de faire de l'acquisition en masse. D'autres outils qui sont utiles pour l'acquisition, moi, l'outil que j'aime bien, c'est Velociraptor. Parce qu'évidemment, dans un réseau, des fois, on en a vraiment plusieurs machines. Puis par où je commence? J'ai 30, 40, 50 machines. Il faudrait que je check pour voir si telle URL a été accédée ou tel fichier a été ouvert ou si tel fichier existe. Donc, un outil. Velociraptor, c'est un framework de gestion d'incidents que vous pouvez installer centralisé ou avec un outil qui s'appelle le Offline Collector, vous pouvez rouler un exécutable et cet exécutable-là il compresse tout ce qui est, on va dire, les éléments juicy, c'est-à-dire les logs, la mémoire. Et puis, il fait une espèce de package deal d'événements, de choses, de preuves que vous pourrez insérer dans une base de données. Et après ça, vous pouvez faire de la requête.
Donc là, vous dites, hey, je cherche toutes les URL qui ont été sur telle adresse IP dans tel fichier. Donc là, vous pouvez faire de l'acquisition puis en masse, puis faire votre analyse. Et le offline connector, ce qui est le fun, c'est que si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez donner. C'est simple. Là, c'est, la clé USB fait enter, 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 puis c'est fait. Là, puis tu vas avoir tous tes event logs, puis toute ta collection d'artefacts qu'on dit en forensic. Puis après ça, tu as des beaux plugins à SQL. Là, il y a ça le VQL qui permet de sortir, regarder le Chrome History de tous les PC qu'on a collectés. Donc, ça permet d'arriver et de dire, hey, j'ai-tu des gens qui ont collecté sur telle URL, etc. Ça permet de, en masse, tu sais, quand tu as 50, 100 machines, il faut que tu sois capable de faire le triage des PC malades ou des pas malades. Aussi, on peut faire la capture de la mémoire. Toujours avec notre clé USB, un petit utilitaire, on capture la mémoire. Et c'est vraiment intéressant parce que la mémoire, avec un outil, c'est WinPMF, ça prend 30 secondes, disons une minute quand vous avez de la mémoire. Puis vous allez avoir le contenu de la mémoire sur votre disque. Puis des fois, sur votre clé USB. Et souvent, il y a beaucoup de virus qui n'écrivent pas sur le disque dur pour être sûr de ne pas passer l'antivirus. Donc, vous êtes capable d'intercepter. Qu'est-ce que vous pouvez aller chercher avec ça? C'est qu'avec d'autres outils pour l'analyser, comme Memproc FS et Volatility, là, les screenshots de Memproc FS, ça permet de monter le contenu de la mémoire comme un file réseau. Et après ça, tu peux explorer et dire, regardez, là, la base de registre, c'est ça qu'il y avait dedans à ce moment-là. Tu peux aller chercher des connexions réseau live. Tout ce qu'il y avait, il disait, OK, il y a une connexion réseau en cours quand on a fait le test vers telle adresse IP. Le contenu, on va dire, de Netstat, là, il se ramasse là. Donc, ça vous permet d'avoir des preuves. Et moi, je voudrais qu'une fois, j'ai probablement été très chanceux, j'ai réussi à trouver, avec Volatility, le process puis une clé de ransomware. La clé est encore en mémoire. J'ai été chanceux, d'après moi. Le ransomware n'a pas été tout s'établir. En tout cas, c'était une petite infection, mais j'ai ramassé la clé de ransomware dans la mémoire. Donc, ça fait le tour un peu des outils du takeaway. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? David, pour reprendre, dans le fond, tu as parlé beaucoup d'outils qui vont écrire sur une clé USB, mais est-ce que c'est des solutions qui fonctionnent aussi pour des environnements hébergés et ou cloud? C'est sûr que l'environnement cloud, ça compte. Moi, je n'en fais pas beaucoup de forensic dans le cloud présentement. Là. Donc, je suis très on-site pour ça. Je te dirais pas de bullshit. Donc, c'est bon, je te mais TVNP même va marcher. OK. Donc, après ça, le Velociraptor va ramasser les événements. Il y a peut-être juste l'acquisition de disques qui ne marche pas. Je te remercie. Oui, d'autres questions? Oui. Guillaume, pour SRPG, anecdote qui ne m'est pas personnelle, dans un cas de ransomware où littéralement, patron, gestionnaire, administrateur, C-officer demande de littéralement skipper tout ce qui s'appellerait diagnostic forensic pour récupérer un ransomware, justement, c'est quoi la bonne attitude à prendre face à une demande comme ça? Sortir ton CV. Non, sérieusement. Moi, je suis bien d'accord. Moi, c'est un signe déjà d'avant-coureur. La première question, c'est pourquoi? C'est-tu de ta faute? Ça serait comme première question. Moi, je trouve que c'est plus un indicateur de la maturité technologique et de la gestion des TI. Puis aussi, ça peut être une question de gestion de risque. Ils se disent, on s'en fout, on part. C'est de l'inconscience, ça, je suis d'accord. C'est probablement rendu légal parce que avec la loi 25, tu viens probablement de skipper. Moi, je documente, d'un point de vue simplement employé, je documenterais que la décision, ça m'a été refusé, j'ai proposé ça. Puis après ça, je prendrai la décision, qu'est-ce que j'ai à faire après sur une réaction. Quitte à
quitte à le faire signer, cette ordre-là. Oui. Ben oui, ou au moins ça. Tu veux que je le cite, parfait, écris-moi ça. Ou c'est ça, mais tu sais. Je fais ce que tu veux, parfait. C'est ça, ou après ça, tu sais, des fois, ton patron, il y a un autre patron. Là, tu sais, donc, des fois, dire, voici, j'ai reçu tel ordre, me semble que c'est contraire à tel principe. Tu indiques que tu es prêt à faire ce que eux veulent, mais que c'est comme ça, si jamais il se passe vraiment de quoi, ben, il y a moins de traces. Parce qu'on s'entend que, on s'entend en passant aussi que les TI, on appartient à l'entreprise, puis tu sais, on fait ce qu'ils veulent. Là, tu sais, c'est un peu ça. Puis même si on est très orgueilleux, c'est notre réseau, c'est leur réseau avant tout. Puis qu'on est là pour mitiger les risques et les opérations. Donc, si vous avez besoin d'assistance, si vous avez des questions, je n'hésitez pas, contactez-moi.